Bonjour mes chers amis, c'est avec un grand plaisir comme toujours que je me tiens une fois de plus devant vous et je vous remercie premièrement pour cette hospitalité que vous m'accordez de venir dans votre appareil, de venir dans votre maison pour vous entretenir pour les quelques minutes que nous allons passer sur ce sujet. Comme tous les sujets que nous parcourons sur cette chaîne, nous les avons dédiés pour, en premier temps, comme nous l'avons dit, à parler du message de William Branham, donc de William Branham et son message. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau numéro. Ce numéro est juste un numéro préliminaire qui va nous permettre de sonder encore en profondeur le message de William Branham tel qu'il est présenté, c'est-à-dire le message tel que vous le connaissez, et vous montrer que le message n'est pas pour vous en réalité ce que vous pensez qu'il est. Et pour ce sujet-ci, nous allons l'intituler « William Branham était-il honnête ?» C'est une question que nous nous posons ensemble avec vous. Et ne vous énervez surtout pas, parce que tester l'honnêteté d'une personne est une bonne chose. Et nous allons lire ensemble avec vous, exploiter quelques histoires, quelques faits, et ensemble nous allons découvrir ou encore faire l'étude de moralité de la personne de William Branham. Et c'est très important. Alors, connaître la vérité est une chose et dire la vérité en est une autre, comme nous dit un adage. En fait, celui qui connaît la vérité dit aussi la vérité. Et celui qui ne connaît pas la vérité ne peut pas non plus dire la vérité. Donc, pour dire la vérité, il faut d'abord la connaître. Et ensuite, lorsqu'on la connaît, on peut la dire. Même si on peut la dire 5 fois, 10 fois, 100 fois, on dira chaque fois la même chose parce qu'on en a la connaissance. Lorsqu'on lit dans le dictionnaire Robert, le Robert définit la vérité en ces termes. Premièrement, il dit « C'est à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée, opposée à l'erreur ou l'illusion. » Ça, c'est la première définition qu'on nous donne de la vérité. Deuxième définition de la vérité, il a dit connaissance conforme au réel, son expression, donc entre parenthèses, opposée à l'erreur, l'ignorance ou le mensonge. Donc connaître ou dire la vérité à quelqu'un ou au sujet de quelque chose. Donc déjà ici, la vérité est une connaissance conforme au réel. Et son expression est opposée à l'erreur, à l'ignorance et au mensonge. Donc cette connaissance qu'on a doit d'abord être conforme, en quelque sorte conforme au réel, et ensuite lorsqu'on rend cette connaissance qui doit être conforme au réel, le rendu de cette connaissance doit être opposé à l'erreur, opposé à l'ignorance et opposé au mensonge. C'est à ce moment-là qu'on dit vous dites la vérité. Alors, qui dit cohérence? Lorsqu'on parle de cohérence, la cohérence est la liaison ou le rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles. C'est une absence de contradiction. Parce que quand il y a cohérence, il y a absence de contradiction dans le propos d'une personne. Parce que quand je rapporte un seul fait, et si je suis cohérent dans mes propos, il n'y aura pas de contradiction dans mes propos. Mais dès que la contradiction s'ingère, il n'y a plus de cohérence. Et quand la cohérence est absente, la vérité est inexistante. Alors, un homme honnête, par définition, c'est un homme qui est d'abord intègre, il est franc et qui obéit au code moral, en refusant le mensonge, les calculs et l'hypocrisie dans les relations sociales. Donc, c'est-à-dire un homme acceptable, c'est un homme honnête. Et notre question ici, comme nous l'avons intitulé, William Branham était-il honnête? Ce n'est pas une insulte, mais comme nous l'avons dit en intro, c'est pour qu'ensemble nous puissions découvrir quelque chose, parce que vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un si vous ne vous accordez pas, si vous ne le connaissez pas trop bien. Alors, le mensonge, rappelons-le pour nous tous, que le mensonge est une assertion sciemment contraire à la vérité. Donc dire un mensonge, c'est en quelque sorte tromper ou dire ou user des tromperies, ainsi de suite. Donc le mensonge est une assertion contraire à la vérité. Lorsque ce que nous disons ne s'accorde pas avec la vérité des faits et la réalité des choses, alors nous sommes en train de mentir. Donc le mensonge, c'est l'acte de mentir, c'est l'acte de faire des fausses affirmations. William Branham était-il honnête? C'est la question qui revient. Nous savons qu'il est implanté dans l'esprit de ceux qui sont dans le message du temps de la fin depuis longtemps, même quand nous y étions.
que remettre en cause l'honnêteté de William Branham est un acte blasphématoire à la limite. Donc on ne pouvait pas s'interroger sur William Branham, parce que si on remettait en cause ou on s'interrogeait sur un seul de ses propos, c'était un acte blasphématoire. Déjà, même le fait que vous êtes en train de suivre jusqu'à maintenant, vous sentez déjà qu'au début, quand j'ai annoncé combien vous avez voulu même arrêter, parce que vous craignez, paraît-il, de blasphémer, puisqu'il a été dit aussi à nombreux d'entre vous que n'écoutez pas Mbota. Quand vous écoutez Mbota, il insulte Branham, mais quand vous insultez Branham, il insulte, vous l'écoutez, vous êtes en train de pécher. Or, ces gens-là veulent juste vous empêcher de prendre connaissance des choses dont vous devez entrer en connaissance. Parce qu'ils savent que la connaissance affranchit. Alors, lorsque nous lisons la Bible est d'un autre avis et nous recommande de discerner toutes choses, en particulier les paroles de tous ceux qui se disent prophètes. Donc si William Branham était un homme du commun, on n'aurait pas de problème avec lui. Mais si nous devons soumettre ses propos, ses enseignements, sa parole, en jugement à la lumière des écrits, c'est parce qu'il s'est autoproclamé prophète. Et c'est une règle biblique très claire qui est bien établie. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Donc l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 29, il a encore dit « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Donc quand quelqu'un se dit prophète, ils parlent, ils ont le temps de parler. Et ils doivent aussi, leurs propos doivent être soumis à un jugement. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible nous recommande encore ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là, nous étions déjà au 1er siècle. Il y avait déjà plusieurs faux prophètes qui étaient venus dans le monde. Et la Bible recommande de ne pas prêter foi à tout esprit. Donc avant de prêter la foi à un esprit, vous devez d'abord soumettre cet esprit à l'épreuve. Ce n'est qu'un esprit éprouvé et qui a répondu au test de la parole qui peut être retenu et puis on peut prêter foi à cet esprit. Or, nombreux d'entre vous, comme nous le tient aussi, il y a eu de cela quelques années, avaient prêté foi à l'esprit dit du message du temps de la fin apporté par William Branham, sans jamais avoir pris le temps de mettre en épreuve les propos de William Branham et d'examiner son message. Pourquoi? Parce que c'était absolument interdit. Quiconque examine les messages blasphème. Ce qui est un enseignement déjà contraire à ce que dit la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, la Bible ajoute « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Puisque les esprits qui agissent aujourd'hui au nom de Dieu ou à la rigueur sous le label de la prophétie doivent être soumis aux prophètes. Parce qu'il y a eu des prophètes qui ont précédé, qui ont traité avec Dieu et qui nous ont laissé des expériences et qui nous ont laissé des écrits. Et tout esprit qui viendra, puisque c'est un esprit de la prophétie, il doit être soumis aux prophètes. Actes chapitre 17, le verset 10, va nous donner un exemple jusqu'au verset 11 qui est très important pour qu'on montre, on voit ensemble avec vous comment les premiers croyants ont fonctionné avec ceux qui avaient le don prophétique ou bien le don d'enseignement. La Bible dit dans Actes chapitre 17, le verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, vous voyez, on vient de lire ici avec vous que les Juifs de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Et la noblesse de leur sentiment consistait en quelque sorte à examiner ou à soumettre en examen. Parce que quand on parle d'examiner, c'est considérer avec attention et avec réflexion. Donc, ils écoutaient Paul prêcher avec beaucoup d'empressement. Mais la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures, parce que le vrai rendu, c'est qu'ils examinaient chaque jour par les Écritures et non les Écritures, parce que les Écritures, c'est la parole déjà écrite, mais ils examinaient le propos de Paul à la lumière des Écritures, pour confirmer si ce que Paul disait était exact.
Et lorsqu'on parle de l'exact, c'est ce qui est entièrement conforme à la réalité et à la vérité. Donc, les faits qui doivent être crus et qui doivent faire partie de notre expérience, avec lesquels nous devons nourrir notre âme, doivent être des faits exacts. Et lorsque ce sont des faits exacts, ça veut dire que c'est des faits qui doivent être entièrement conformes à la vérité ou encore à la réalité. Alors, examiner les paroles d'un prophète est une chose noble. Laissez-moi vous le rappeler, c'est une chose noble et vertueuse. Ce n'est pas à la limite blasphématoire d'examiner les paroles d'un prophète. C'est au contraire avoir un sentiment plus noble. Et quand la Bible atteste que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques, ils ne péchaient pas lorsqu'ils examinaient chaque jour les Écritures avant d'approuver chaque parole de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il va leur faire la recommandation, puisque dans Acte 17 que nous avons lu, on dit que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. En d'autres termes, ceux des Thessaloniques avalaient n'importe quoi. Donc n'importe qui venait avec un enseignement, il se disait qu'il venait de Dieu, il parle, et puis voilà, les gens prennent ça comme monnaie comptant, ainsi de suite. Mais lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 jusqu'au verset 21, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc, mon souhait ici, en introduisant avec ces quelques versets, c'est d'introduire avec une pensée ici qui est courante, citée par un homme qui disait « Si vous dites la vérité, vous n'avez pas à vous souvenir de quoi que ce soit. » Donc celui qui dit la vérité n'a pas besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Parce que la vérité est droite, elle est rectiligne et elle n'a pas besoin de faire des détours. Alors, la Bible nous donne ici cette norme de qualité indispensable d'un vrai témoin. Lorsque on parle du témoin, et vous savez ensemble avec moi que par définition, le témoin est la personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier et le rapporter fidèlement. Lorsqu'il est fidèle, lorsque le rapport s'accorde exactement aux faits et qu'il dit la vérité, il est un vrai témoin. Mais lorsqu'il dit des mensonges, il devient un faux témoin. Parce que les choses qu'il vous dit, c'est des choses qui ne se sont pas produites, c'est des choses qui sont fausses. Or, dans la Bible, quand on lit le Proverbe 14, le verset 5, la Bible nous donne les normes d'un vrai témoin, en nous disant, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Ça, c'est un verset biblique. Donc, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Et nous avons déjà plus haut défini ce que c'est le mensonge. Et vous le savez, on a juste fait que rappeler, puisque vous savez tout ce que c'est mentir. Alors, si William Branham, dans tout ce qu'il nous a raconté de sa vie, de ses expériences, ainsi de suite, si William Branham racontait des mensonges, cela ferait de lui inévitablement un faux témoin selon la Bible. Nous lisons ici que lorsque Christ parle, s'adresse à l'église de Laodicée, la présentation même qu'il adresse à l'église de Laodicée, il leur dit dans Apocalypse 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Alors ici, William Branham, s'il était un faux prophète, au fait, s'il était un faux témoin, et que la Bible nous dit que Yeshua est le témoin fidèle et véritable, alors nous serons dans l'obligation d'abandonner le faux témoin et de suivre le témoin fidèle et véritable. C'est-à-dire celui qui ne ment point, puisque la Bible donne les critères, le vrai témoin, le témoin fidèle dit la vérité, ne ment point, mais le faux témoin dit des mensonges. Alors, comment William Branham pouvait-il être, comme disent certains de ses croyants, qui a été même démontré que c'était le contraire, comment pouvait-il être le messager envoyé à l'église prétendument à l'âge de Laodicée, tout en n'étant pas un témoin fidèle, alors que la vertu même qui caractérisait Christ en introduction au message adressé à cet ange, c'est que Christ lui-même se présentait comme un témoin fidèle et véritable. Et en d'autres termes, celui qui devait le représenter ou qui devait être son reflet ou son étoile, devait aussi refléter les qualités de Christ pour cette génération ou pour cette église. Pour l'âge, si vous voulez que je vous le concède, pour ceux qui sont encore adeptes de ce mouvement. Alors, William Branham pouvait-il être le messager de l'église de Laodicée alors qu'il a violemment
délibérément et répétitivement violé le proverbe 14:5 que nous venons de lire. Alors, nous examinons ensemble avec vous la crédulité de William Branham dans le seul but de rejeter toutes les actions honteuses et les méthodes sournoises dont il a fait montre durant toute sa vie de ministère. Et nous n'essayons pas ici de tromper quelqu'un, on n'en a pas intérêt, moins encore de déformer la parole de Dieu ou de déformer les faits. Ce n'est pas notre objectif, comme vous le savez ensemble, avec nous. Alors, il est ici question de dire la vérité devant Dieu, et tous ceux qui sont honnêtes savent que ce que nous disons concernant le message de William Branham est vrai. C'est-à-dire nous rapportons ce qui est vrai, qu'on ne peut peut-être pas vous dire du haut de la chair, parce que les prédicateurs ont un autre intérêt, mais nous n'avons pas ce même intérêt. Nous avons l'intérêt de la délivrance de vos âmes, et nous sommes censés vous dire l'exacte vérité, sinon nous en répandrons. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, la Bible nous dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc c'est une recommandation biblique de rejeter les choses honteuses. William Branham était-il honnête? La question revient. Puisque nous sommes dans ce sujet, ça va nous prendre quelques minutes. Il faudra qu'on puisse démontrer avec les faits. S'il peut être démontré ensemble avec vous que William Branham a déformé la vérité, ou encore si ces histoires changent constamment au fil du temps, de sorte qu'elles varient considérablement par rapport à leur première narration, cela jetterait alors le doute pratiquement sur tout ce qu'il a dit. Parce que si on ne sait pas, aujourd'hui il raconte quelque chose, et lorsqu'il rapporte cela pour la deuxième fois, il dit le contraire de ce qu'il a dit la première fois, la troisième fois est le contraire de la deuxième, la quatrième fois est le contraire de la cinquième, ainsi de suite. Alors, effectivement, cela va jeter le doute pratiquement sur tout ce qu'il a dit. Parce qu'en ce moment-là, on ne saura pas qu'est-ce qui est vrai dans ses propos et qu'est-ce qui ne l'est pas. Commençons au commencement. Nous lisons William Branham, la lecture un peu longue, l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 1959. Voyez d'abord ici l'image, voilà, je vous projette d'abord ici l'image de la cabane. Cette cabane, c'est la cabane de naissance de William Branham. Vous voyez la cabane, elle est là, c'est connu de vous tous. Du monde du message, ils savent que William Branham est né. Nous ne voulons pas parler, mais nous allons lire ce que dit William Branham en rapport avec cette cabane. Parce que l'histoire de la vie d'une personne commence avec sa naissance, son enfance, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit au paragraphe 40 de la brochure « L'histoire de ma vie » prêchée le 19 avril 1959. Branham dit « Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut, dans les montagnes du Kentucky. Nous vivons dans une seule pièce, pas de tapis sur le sol, même pas de bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. Une souche, le dessus d'une souche coupée, avec 3 pieds en dessous, c'était ça notre table. Et tous les petits Branham sont tassés là-dedans et dehors, devant la petite cabane, et on se traînait dehors. Et on aurait dit qu'une bande d'opossums s'était traînée dans la poussière par là. Vous savez, tous les petits frères, nous étions 9. Et il y avait une petite fille, et vraiment, elle en a vu de toutes les couleurs, parce que parmi cette bande de garçons, nous devons lui témoigner du respect encore aujourd'hui à cause des choses que nous avons faites à cette époque-là. Elle ne pouvait venir nulle part avec nous, nous la renvoyons, c'était une fille. Alors elle n'aurait pas tenu le coup, vous savez, alors nous avions et tout. Bien, ici nous venons de lire William Branham. Vous savez, à le lire, l'histoire semble ne poser aucun problème. Il vient de nous dire, la cabane que nous avons vue ensemble avec nous, William Branham dit que toute la famille sont tassés là, les petits Branham sont tassés là-dedans et dehors, comme les petits opossums, et il nous précise qu'ils étaient là avec tous ses frères, les 9 frères et une sœur, tous les Branham dans cette cabane que nous venons de voir. Alors, l'examen de l'histoire de la vie de Branham rapporté par des enregistrements nous présente des énormes problèmes par rapport aux archives
des gouvernements des États-Unis par rapport aux journaux et par rapport à la vérité réelle. L'examen des dossiers du gouvernement nous révèle que Melvin Branham, qui était le prochain frère cadet de William Branham, est né à Charlestown, dans l'Indiana, selon un certificat de naissance officiel délivré par l'État d'Indiana. Comme vous pouvez le voir, voilà, le certificat est là. Voilà, il est là présenté. Et si vous regardez attentivement, pour ceux qui ne peuvent pas agrandir l'image, si vous regardez sur un petit écran, vous pouvez m'écrire par mon numéro. Je peux vous envoyer ce document-là pour que cela fasse partie de vos pièces à conviction. Dans la citation qu'on vient de lire, Branham nous affirme que tous les 9 Branham sont tassés dans cette petite cabane de sa naissance. Vous voyez, toute la famille Branham. Donc, en d'autres termes, tous les Branham sont nés pendant qu'ils vivaient au Kentucky. Et en d'autres termes, tous les Branham ont vécu dans cette petite cabane. Mais déjà ici, le petit frère, le cadet de Branham, qui s'appelle Melvin Branham, est né, selon le document officiel, comme nous venons de le voir. Il n'est pas né au Kentucky, mais il est né à Charlestown, dans l'État d'Indiana. Et c'est clair. Alors, nous lisons que Charles Branham, dans le même document, nous lisons que Charles Branham avait 25 ans et que sa femme en avait 23 quand ils ont eu leur 3e enfant à Charlestown, dans l'État d'Indiana, comme le document le stipule. Le document montre l'âge du père à la conception de l'enfant, et le document montre l'âge de la mère, et le document montre le lieu de naissance. Donc, le 3e enfant de Branham est né dans l'État d'Indiana. La ville de Charlestown, comme pour ceux qui le savent, est située dans le comté de Clark, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Alors, on peut se poser une question, bien que cela puisse sembler insignifiant à la première vue, hein, et bien que le lieu de naissance de Melvin ne semble pas avoir de valeur dans l'histoire de la vie de William Branham. Quelqu'un dira non, mais ça n'a aucune valeur dans la vie de William Branham, que Melvin soit né ou qu'il soit né, ça n'a aucune valeur. Mais nous devons regarder de plus près l'année de naissance de Melvin Branham. L'enregistrement sur le certificat de naissance officiel délivré par l'État d'Indiana nous montre que Melvin Branham est né le 27 mai 1912. Le 3e enfant de la famille est né le 27 mai 1912. Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, que faisait la famille Branham dans l'État d'Indiana au lieu d'être au Kentucky, là où devaient naître tous les 10 enfants Branham et qui devaient s'entasser dans la même cabane? C'est la première question qui vient. Alors, pour s'assurer si oui ou non la famille de William Branham est retournée vivre dans les collines de Kentucky, parce qu'on peut dire, écoutez, elle était peut-être partie juste mettre au monde dans l'État d'Indiana, ensuite elle est revenue vivre dans les collines de Kentucky, c'est-à-dire tous les enfants, dès qu'elle était enceinte, ce n'est que Branham qui est né au Kentucky, et les autres enfants, elle partait les mettre au monde dans l'État d'Indiana. Ça peut être une probabilité ou encore une tentative de réponse. Mais là n'est pas le cas. Nous avons également collecté les certificats de naissance d'Edgar Branham et même de Jesse Branham, donc les petits frères de William Branham. Qu'est-ce qu'on remarque? Edgar Branham est né le 14 mai 1914 dans la comté de Clark, dans l'Indiana. Comme vous pouvez le voir, voilà son certificat de naissance est là. L'image est là projetée, voilà. Là, on voit clairement, il est né le 14 mai 1914. Où est-ce qu'il est né? Pas au Kentucky, mais il est né dans l'État d'Indiana. Alors, Jesse Branham est né le 3 juillet 1918, également dans le comté de Clark, dans l'Indiana, comme nous montre aussi son certificat de naissance qui est là projeté devant vous. Alors, il semble que la famille Branham ait grandi dans une ville, comme disait Branham, une ville qui avait des casinos, et puis dans la distillerie de l'alcool de Jeffersonville, ainsi de suite, se figurait, et non qu'il ait grandi dans la colline du Kentucky. Donc déjà par rapport à ça, Branham va lui-même nous confirmer exactement qu'il y a eu un temps où ils ont quitté le Kentucky pour déménager. On n'aimerait pas les dire sans les lire, mais nous allons lire ces propos ici, dans la prédication. Un procès prêché le 27 avril 1964. Le paragraphe 59 jusqu'au paragraphe 60. Nous lisons Branham qui dit ceci, ce qui suit. Et là, dans cette petite chambre, lorsque je suis venu, lorsque Jésus-Christ a permis que je vienne au monde, je ne peux dire ceci que d'après le témoignage de mes parents, qui n'étaient pas croyants et qui n'étaient
pas d'éclairage comme nous en avons ici, et qui n'avaient pas d'éclairage comme nous en avons ici, même pas une lampe à pétrole. Je ne sais pas si jamais vous avez connu ce qu'est une lampe à graisse. Prenez du Saint-Doux, mettez-le dans une boîte, mettez-y un petit morceau de flanelle et allumez-le, cela brûlera. Cette lampe n'éclairera pas suffisamment tôt le matin pour permettre à maman de voir ce que j'étais, ou plutôt à quoi je ressemblais. Et ils ouvrirent cette petite fenêtre qui donnait sur l'est, là où les rouges-gorges dans le buisson chantaient lorsque le jour se levait à 5 heures. Et lorsqu'ils ouvrirent la fenêtre, une colonne de feu, une lumière entra par la fenêtre et vint se suspendre au-dessus du petit lit. Ma mère cria, la sage-femme était là, et on n'avait pas de médecin, mais la sage-femme était là et elle ne savait pas ce que c'était. Paragraphe 60. Environ 2 semaines après cela, on m'emmena dans une petite église baptiste appelée le Royaume des Opossums. Un ministre me prit dans ses bras et me consacra à Dieu. Ces gens de montagne ne surent que penser à ce sujet. On leur avait dit que des gens pensaient que peut-être maman était tout simplement hors d'elle et qu'elle s'était imaginé cela. 3 ans plus tard, nous sommes venus dans l'Indiana et papa a trouvé du travail. Et il se fit écuyer, dressant des chevaux pour les propriétaires de ranches, des fermiers et autres. Il se rendait là pour dresser des chevaux, des louages, pour un riche nommé Waten, qui vit sur le pic d'Utica. C'est le grand propriétaire des colonels, et il continue. Le paragraphe 61, il ajoute, « Et j'entrais à l'école à l'âge de 7 ans environ. » J'entrais à l'école à l'âge de 7 ans environ. Alors, quand nous regardons ensemble avec vous les citations que nous venons de lire, le constat fait, c'est lequel? William Branham affirme être né dans l'État de Kentucky. Mais William Branham aussi nous ajoute que 3 ans plus tard, nous sommes venus dans l'Indiana. Donc William Branham et sa famille se sont déplacés pour l'État d'Indiana. Donc ils étaient plus dans le Kentucky. Ils ne vivaient plus dans la petite cabane où devaient s'entasser les 10 Branham dans cette petite cabane en bois. Et Branham affirme que « Et j'entrais à l'école à l'âge de 7 ans environ ». Il est entré à l'école à l'âge de 7 ans environ, où? Pas au Kentucky, mais plutôt dans l'État d'Indiana. Alors, voilà ce que nous rend la citation. Or, lorsque nous prenons le rendu du recensement de la famille Branham, lorsqu'elle est arrivée dans l'État d'Indiana, quand elle est allée s'installer dans l'État d'Indiana, c'était en 1910. Et le certificat nous laisse voir clairement, voilà, il est là affiché. Quand on regarde ce certificat, le certificat est là signé 1910. Et il nous laisse voir clairement que William Branham, qui est noté par Willie, avait 3 ans et son frère cadet avait 1 an, comme nous montre l'image. Voilà, la famille n'était composée que de ces 4 personnes, la famille Branham. Quand elle est arrivée pour s'installer, pendant le recensement, William Branham avait 3 ans et son petit frère avait juste 1 année, comme c'est noté sur ce document. Alors, si William Branham avait 3 ans en 1910, déjà on l'a démontré avec vous l'autre fois, que sa date de naissance n'était pas 1909, comme il avait dit. C'était un mensonge, on en avait déjà parlé, il n'y a pas eu d'avis contradictoire. Alors déjà ici, lorsqu'ils arrivent dans l'État d'Indiana en 1910, William Branham est âgé de 3 ans et il a un petit frère d'1 année. Donc du coup, le reste des enfants qui seraient nés dans la cabane du Kentucky et qu'ils avaient une table où s'entassaient tous les Branham autour de cette table, tous les petits Branham, déjà devient un sérieux problème pour tous ceux qui ont leur intelligence, qui veulent encore en faire usage. Donc là, il est clair. En 1910, William Branham était âgé de 3 ans et ne vivait plus dans la cabane du Kentucky, mais vivait avec ses parents dans l'État d'Indiana, alors qu'ils avaient un petit frère. Il avait un petit frère qui n'avait qu'1 année d'âge. Là, c'est ce qui nous rapporte le premier document, le document officiel. Et cela se rapporte aussi, concorde aussi avec la citation que nous venons de lire plus haut de William Branham, qu'il a dit lui-même que c'est lorsqu'il avait 3 ans, on vient de le lire ici, il a dit « 3 ans plus tard, nous sommes venus dans l'Indiana ».
Donc c'est lui-même qui le confirme même et ses propos s'accordent avec le document du gouvernement qui atteste que William Branham avait 3 ans quand ses parents ont aménagé dans l'état d'Indiana. Et ce qui justifie que tous les autres Branham ne soient nés que dans l'état d'Indiana et non dans l'état de Kentucky, là où était né Branham et n'ont pas vécu cette petite cabane, là où ils devaient s'entasser comme des petits opossums. Alors, ça c'est le rendu du premier recensement. Le deuxième recensement qui est fait en 1920, donc quelques 10 ans plus tard, nous rapporte que Branham avait alors 12 ans et Dolores, leur dernière, n'était pas encore née. L'image est là, voilà l'image est là projetée. Regardez la liste des enfants Branham, ils sont tous là. Branham a 12 ans et celui qui suit, voilà son âge aussi est marqué, ainsi de suite. Et quand vous regardez jusqu'en bas, vous trouvez que Dolores ne figure pas sur la liste parce qu'en 1920, elle n'était pas encore née. Et là, la famille se trouve où? Se trouve dans l'état d'Indiana et non dans les forêts du Kentucky, comme nous le rapporte Branham. Alors, mais comment alors pouvons-nous concilier cela avec toutes les histoires de chasse de William Branham? Les pièges et les pêches que William Branham a fait dans les collines du Kentucky. Parce qu'il nous a rapporté dans l'histoire de sa vie, comme vous le savez, il pêchait, il partait à la chasse, il attrapait des ratons laveurs, ainsi de suite. Et tous les Branham vivaient là, ils se battaient derrière la petite cabane, ainsi de suite. Mais alors qu'ils ont quitté cette cabane quand lui avait 3 ans et son petit frère, l'un de ses frères, parce que celui qui vient juste après lui, ils avaient 1 année de différence d'âge, paraît-il. Nous l'avons démontré ici que 1909 était en principe l'âge de son petit frère, celui qui venait après lui, qu'il avait voulu juste usurper. Mais William Branham quitte la cabane du Kentucky à l'âge de 3 ans. Donc personne ne nous dira que un parent responsable comme tel laisserait un enfant de 3 ans aller dans la forêt, dresser des pièges, attraper des ratons laveurs et tenir un fusil et puis aller à la chasse. Parce que Branham nous dit que quand il vivait dans la forêt de Kentucky, il prenait le fusil, il partait à la chasse, ainsi de suite, alors qu'il vivait là avec tous les autres Branham. Ce qui pose un sérieux problème, un véritable problème. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-là d'abord. Comment est-ce qu'on peut concilier, donc, vu les faits qui sont démontrés, comment pouvons-nous concilier toutes les histoires que Branham nous a rapportées autour de ces pièges, de sa pêche, tout ça là, dans les collines du Kentucky. Alors, ou encore, les histoires de lui-même nous montrant que non, il était dans les greniers, sa mère lui versait la graisse des ratons laveurs dans les yeux, tout ça là pour lui ouvrir les yeux, tout ça là, parce que, ainsi de suite. Est-ce qu'un enfant de 3 ans, peut se souvenir de ces choses? Que voilà, quand il y avait des problèmes, des conjonctivites ou quoi que ce soit, maman prenait l'huile, tout ça là, et nous frictionnait les yeux, et il rapportait ce qui se passait, la vie d'ambiance, voilà, on était entassés devant la cabane comme des petits opossums, ainsi de suite, alors que tous les autres enfants ne sont pas nés dans cette cabane et n'y ont jamais vécu. Alors, en supposant que la famille est déménagée le jour même de la naissance de Melvin, parce que ça, on peut supposer que c'est le même jour de la naissance de Melvin que la famille s'est déménagée pour aller vivre dans l'état d'Indiana, mais nous pouvons imaginer qu'aucune de ces histoires rapportées par William Branham ne pouvait s'accomplir avec un bambin de 3 ans. C'est absolument impossible. Donc, réalisez l'histoire de la vie de William Branham. Tout ce qu'il vous a dit, qui s'est produit dans l'état de Kentucky pendant son enfance, était juste un tissu de mensonges. Donc, on ira ensemble avec vous. Même quand il dit que voilà, derrière la maison, tout ça, il fallait aller puiser de l'eau. Et puis, pour son père qui préparait de l'alcool, ainsi de suite. Et c'est à l'âge de 7 ans qu'il ne voit lui à parler dans l'arbre. Mais ils n'étaient pas au Kentucky quand il avait 7 ans. Et ça, les Branham le savent. La famille Branham le sait très bien. Il avait 3 ans quand il a quitté l'état de Kentucky. Et il a vécu dans une ville qui était moderne, où on ne pouvait pas avoir tous ces scénarios qu'il a dit avoir vécu. Bon, en bref, une mère sérieuse ne permettrait pas à un enfant de 3 ans de porter un fusil ou d'aller poser des pièges à ratons laveurs. Je ne sais même pas, je sais pas si vous vous rendez effectivement compte avec moi. Parce que Branham est clair, il nous a dit qu'ils ont quitté le Kentucky pendant qu'il avait 3 ans, 3 ans plus tard. Et cela est confirmé par les documents, comme on vient de les lire. Ils ont déménagé pour l'état d'Indiana. Mais alors, toutes les histoires qu'il nous a rapportées autour de ce qui est arrivé avec lui, tout petit, comment est-ce que le tout petit pourrait-il même transporter ces choses dans la nature, comme il nous l'a dit, à l'âge de 3 ans, il pouvait transporter ces choses, tout ça là.
comment est-ce qu'il pouvait le faire? Et s'il parvenait même d'une manière ou d'une autre à récupérer son gibier, mais comment est-ce qu'il pouvait même transporter ce gibier jusqu'à sa cabane, donc à l'âge de 3 ans? En fait, c'est des choses inimaginables, c'est-à-dire à la rigueur, c'est même risible et énervant. Alors, plus nous examinons les dossiers gouvernementaux des États-Unis, plus nous nous retrouvons à nous poser des questions au fur et à mesure. Dans quelle mesure l'histoire de la vie de William Branham est-elle vraie? Et le cas échéant, c'est une fausse histoire, montée de toutes pièces. Mais pour quel intérêt William Branham avait-il de mentir au sujet de son enfance? Est-ce que c'était nécessaire qu'il dise des mensonges au sujet de son enfance? C'est la question qu'on peut aussi se poser. Et si c'est vrai que William Branham a menti, maintenant, quel était l'objectif que visait William Branham en disant des mensonges autour de sa naissance? Parce que vous allez dire, pasteur, mais ce que vous dites là n'a aucun rapport avec la parole. Si, il n'y a aucun rapport avec ce que William Branham a prêché. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans l'histoire de sa vie. Parce qu'il voudra que nous le connaissions, nous connaissons son origine, nous connaissons son parcours et que nous connaissions sa mission. Et ce n'est pas pour rien qu'il parle des expériences qu'il a eues pendant qu'il était enfant. Mais seulement, les faits qu'il rapporte ne s'accordent pas, au fait, ne sont pas la vérité absolue comme vous venez de le découvrir avec moi. Alors, la question la plus évidente qui donne à réfléchir, c'est celle-là. La plupart des familles qui croient le message du temps de la fin peuvent s'asseoir dans leur salon en train de raconter cette histoire. Voilà, Branham était né dans cette cabane et tous les Branham sont assis ici. Ils rapportent cette histoire. Mais ils ne savent pas combien parmi eux ne savent pas que cette histoire rapportée par William Branham n'était pas entièrement exacte. Donc, en d'autres termes, les familles entières se nourrissent d'un mensonge, de quelque chose d'inexact, de quelque chose qui est faux. Et vous le savez, le mensonge, quel que soit qu'on puisse l'embellir ou quoi que ce soit, tout mensonge est mortel. Tout mensonge est mortel. Et la Bible est claire. Dieu interdit à ce qu'on se mente les uns aux autres, mais qu'on parle selon la vérité. Donc, on dise des choses qui doivent être des choses qui sont vraies, parce que dans la vérité, il y a une vertu, il y a une vie qui peut être transmise. Mais le mensonge a servi ceux qui l'écoutent, quelle que soit la beauté qu'il peut avoir. Alors, combien de fois aussi Billy Paul et Joseph Branham, qui sont les fils de William Branham, ont-ils entendu les membres de famille, les membres de la famille raconter une histoire entièrement différente du passé de la famille Branham? Et aussi, ils sont conscients. Ils ont plusieurs fois été témoins en face de certains membres de la famille qui racontaient des histoires sur la famille Branham, mais qui étaient totalement contraires à ce qu'ils ont réellement vécu. Et ils pouvaient même écouter leur propre père rapporter aussi des histoires et des faits qui étaient contraires à ce qui s'était produit réellement. Alors, Billy Paul et Joseph Branham, est-ce qu'ils sont-ils honnêtes envers les gens qui suivent le message de William Branham? Parce que quand on leur pose ces questions, pour certains esprits bien avisés, lorsqu'on pose ces questions à Joseph Branham et à Billy Paul concernant les faits qu'ont rapporté William Branham, parce que ces questions-là, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les premiers à nous interroger sur ces questions, il faudra qu'on vous les rappelle. Parce qu'il y a des fois des gens qui se disent, ils disent, mais vous parlez de Branham comme si vous étiez là-bas. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas des gens? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez maintenant dénoncer ces choses? Est-ce qu'à son époque, les gens n'étaient pas là pour dénoncer cela? Effectivement, il y a eu des gens qui se sont levés contre ce genre de choses pendant le vivant de William Branham. Mais puisque ce qui vous parvient, ce n'est que la voix de Branham sur la bande. Mais comment est-ce que vous allez savoir ce que tel frère ou telle personne est allé vers Branham pour lui faire des reproches? Et je crois qu'il y aura des numéros où on reviendra avec les témoignages. Pourquoi le frère Wood avait quitté William Branham? Pourquoi Ern Barstern aussi avait quitté William Branham? Et ils sont tous des témoins. Ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont quitté. Et ils vont nous rapporter les témoignages des faits. Vous serez libre de le croire. Et pourquoi aussi Junior Jackson s'était élevé contre l'interprétation erronée que William Branham a donnée de son songe, en parlant que Junior Jackson avait rêvé qu'il avait vu une pyramide. Et il a rapporté des faits que Junior Jackson ne lui a pas dit. Et Junior Jackson en a parlé. Et on vous passera l'émission lorsqu'on fera une émission spéciale pour étudier ces choses. Pour montrer comment il dément entièrement. Il dit, Branham a dit ça, ça, ça. Mais moi, je ne lui ai jamais dit. Ça ne fait pas partie de mes propos et ça ne fait pas partie de mon rêve. Vous voyez? Alors, donc, tous ces éléments-là sont des éléments compliqués et totalement compliqués. Alors, certains se sont fait dire, lorsqu'ils ont écrit A Voice of God Recording, ils se sont fait dire que la famille Branham avait oublié
l'année de naissance de William Branham. Donc, ils ont pris ça comme excuse. Ils ont dit non, si vous avez vu dans les documents officiels, telle date marquée par la famille Branham avait oublié la date de naissance de William Branham. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça, de se moquer de l'intelligence des gens jusqu'à ce niveau? Ce n'est pas du tout sérieux. La famille oubliait l'âge de leur enfant de 3 ans. Ils ont oublié l'âge de leur enfant de 3 ans. Et l'âge de Branham réel. En 1910, Branham a 3 ans. Il n'a pas, comme il a dit, né en 1909, sinon il aurait une année. Mais il avait 3 ans. Il dit c'est 3 ans plus tard que nous avons déménagé pour l'État d'Indiana. Mais la seule excuse que Voice of God Recording prend pour répondre à ce qu'ils veulent garder dans la captivité de mensonges, c'est de leur dire non, la famille Branham avait oublié la date de naissance de leur fils. Ce qui est une insulte, non seulement à la mémoire des parents de William Branham, mais aussi une insulte à l'intelligence de ceux qui suivent. Parce qu'en lisant Branham, il a dit avoir quitté le Kentucky à l'âge de 3 ans. Et effectivement, c'est ce que confirme le document de l'enregistrement de l'État d'Indiana en 1910, qui marque bien que William Branham a 3 ans lorsqu'ils se sont installés dans l'État d'Indiana, alors que son petit frère Melvin avait une année d'âge. Alors, pourtant, les registres de recensement que nous avons fournis ensemble avec vous de l'État de Kentucky et de l'État d'Indiana montrent que en 1907, en fait, 1907 devait être la date officielle de la naissance de William Branham. Parce que pour qu'il ait 3 ans en 1910, il serait né en 1907. Et on l'avait démontré dans l'autre numéro, comment il a dit qu'il est né le lendemain de la mort d'Alexander Dewey, qui est mort aussi en 1907. Alors, les années de naissance des frères et des sœurs de Branham correspondent aux 2 rapports de recensement que nous avons fournis ensemble. En prenant leurs années de naissance, on prend les 2 rapports de recensement, nous trouvons que les années de tous ces frères correspondent exactement à leurs âges. Ça, c'est un élément important. Alors, les parents de William Branham se souvenaient-ils des âges de tous les frères de William Branham? Mais ils avaient seulement oublié l'âge de William Branham. Là est un autre problème. Alors, l'autre preuve selon laquelle William Branham ne vivait plus dans le Kentucky pendant qu'il était enfant est ici. C'est même là que nous allons chuter ensemble avec vous. Il dit dans How the Gift, oui, comment le don est venu à moi. C'est dans le journal Voice of Healing, publié en 1948. William Branham déclare: j'avais environ 7 ans. Je venais d'entrer à l'école dans une zone rurale à quelques kilomètres au nord de Jeffersonville, dans l'Indiana, où mon père était chauffeur privé pour une famille aisée. Branham n'a donc pas fréquenté l'école dans l'État de Kentucky, mais il a fréquenté dans l'État d'Indiana. Et Branham ayant fréquenté dans l'État d'Indiana, donc l'histoire qu'il nous a rapportée sur la petite cabane, où tous les Branham, regardez un peu, soyons sérieux, tous les 9 Branham, selon Branham, sont venus au monde dans l'État de Kentucky et ils ont passé leur tendre enfance dans l'État de Kentucky. Donc si on prend l'écart d'âge jusqu'à Dolores, qui est la dernière née, vous prenez l'écart d'âge, vous aurez l'âge qu'avait William Branham autour de la cabane dite de Kentucky. Ce qui est totalement aberrant et faux. Parce qu'il nous a dit, 3 ans plus tard, après sa naissance, ils ont déménagé pour l'État d'Indiana. Et c'est là-bas qu'ils ont passé leur tendre enfance. Et cet tendre enfance, son père était le conducteur des chevaux d'un riche monsieur qui ne pouvait pas le laisser vivre dans une cabane. Non, au fait, pas même dans la cabane de naissance de William Branham. Donc déjà, cette histoire est complètement fausse. Et vous la lisez dans les brochures, elle est enregistrée sur les bandes, mais cela reste un mensonge. Et ce qui prouve déjà que le conscient d'honnêteté de William Branham pose un sérieux problème. Quel intérêt avait-il à mentir au sujet de son histoire d'enfance? Pourquoi devrait-il mentir officiellement? Enregistré sur bande pendant qu'il prêche, il dit des mensonges, il donne des fausses informations et il trompe ceux qui sont là, il dit des choses qui sont fausses. Déjà à partir de ce moment, quand vous êtes déjà conscient avec moi, comme c'est démontré que William Branham n'avait plus
à partir de l'âge de 3 ans, il ne vivait plus dans l'état de Kentucky, dans la petite cabane, et que tous les autres Branham sont nés en dehors de l'état du Kentucky, et ils n'ont pas passé leur enfance dans l'état de Kentucky, autour de la petite cabane, alors cela remet totalement en cause tous les restes des histoires que William Branham a dû avoir expérimenté pendant qu'il vivait encore dans cette cabane, alors qu'ils étaient là entassés avec tous ses frères. C'est un petit problème peut-être pour certains, mais pour ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes et avec la confiance qu'on accordait à la personne de William Branham en disant c'est un messager prophète qui est venu au temps de la fin pour restaurer la vérité. Mais comment peut-il restaurer la vérité de la parole de Dieu s'il ne peut pas nous dire la vérité sur sa propre vie et son propre parcours? Et non seulement qu'il ne peut pas nous dire la vérité sur sa propre vie et son propre parcours, mais il nous ment intentionnellement, volontairement, délibérément, sans problème. Alors, pour ce numéro, je crois que nous avons la réponse. La question que nous nous sommes posée à l'introduction, c'était William Branham était-il honnête? Et voilà, la question revient à la fin. Était-il honnête? Parce qu'un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. William Branham était-il un vrai ou un faux témoin? Vous avez la conclusion et vous avez la bonne réponse si vous êtes un croyant de la Bible. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour les numéros qui vont suivre. Nous allons encore examiner avec vous le message de William Branham, ce que vous entendez sur le bande et la réalité de ce qui s'est passé exactement. C'est à ça que nous devons être confrontés afin que nous puissions savoir prendre de bonnes décisions. Je vous dis au revoir encore, merci pour votre attention et ne manquez pas d'aimer la vidéo, ne manquez pas aussi de partager, ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et cela contribuera à protéger aussi cette vidéo pour qu'elle parvienne à plus de gens et qu'au fur et à mesure que nous voyons, nous découvrons qui était l'homme et cela permettra d'affranchir quelqu'un qui avait une confiance absolue sur cet homme. Il comprenait qu'il n'était pas sérieux et il y avait de la fraude, il y avait des mensonges dans toutes ces choses. Et du coup, lorsqu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est plus vrai, la bonne attitude, c'est de tout mettre dans la poubelle. Au revoir, à la prochaine.